Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous entamons une note d'actualité nouvelle et abondante sur l'Europe et l'Union européenne. Cette note d'actualité va se composer pour une fois non pas d'une ou de deux vidéos, mais de trois vidéos. La première est véritablement consacrée à l'actualité des 2 dernières années, à peu près, y compris celle d'hier ou d'avant-hier, bien sûr. Et puis ensuite, la deuxième vidéo sera une synthèse de l'histoire de l'Europe. Il faut l'oser, oser dresser une histoire en à peu près 30 minutes maximum. Et la vidéo numéro 3 sera consacrée à l'Union européenne dans certains aspects que je sélectionne dans l'énorme base donc de la culture sociétale sur mon site culturesociétale.com qui compte plus de 800 heures de cours et même davantage. Voilà. Je vous rappelle que le concept d'intelligence sociétale est emprunté à la science avec l'intelligence artificielle. Il existe bien une intelligence sociétale qui permet de faire éclore des citoyens qui s'intéresseraient davantage et participeraient davantage à la vis publica, à la chose publique. C'est un aspect de la culture générale autrement. La présente vidéo donc se composera très classiquement de deux parties. La note d'actualité, la plus récente ou à peu près quoi, et puis un extrait très sérieux de l'encyclopédie à laquelle la note s'incorpore. La note de l'actualité la plus récente comprend les points qui suivent. D'abord, récemment on a parlé de la crise de l'Union européenne. On a formulé des critiques, il y a des aspects financiers, car l'Union européenne, pour la première fois, a emprunté. Ensuite, il y a des questions de liberté publique pour la communication des données des citoyens. Et puis, il y a des questions internationales, l'Azerbaïdjan, on va voir ça, dans lequel l'Union européenne est impliquée. J'ai mis directement là que l'extrait sérieux de l'encyclopédie à laquelle la note s'incorpore comprend deux vidéos, de chacune 30 minutes. J'ai essayé d'être le plus bref possible, concis quoi. La vidéo numéro 2 concerne donc l'histoire de l'Europe. Et la vidéo 3 sur l'Union européenne va traiter notamment d'une affaire ancienne déjà, mais qui mérite d'être rappelée. Les questions financières, politiques, économiques, et puis des données sur certains pays. Voici sur fond de nébuleuses du cheval et de galaxies lointaines. Donc nous commençons par la crise. Alors voici un texte très percutant, très vraiment d'un érudit, d'un spécialiste, un grand spécialiste. L'auteur est Étienne Balibar, professeur d'université. C'est un livre qu'il a publié, Europe, crise et fin, en 2016. Un concept général d'ailleurs qu'il a énoncé, l'économique et le politique sont liés dans le monde actuel. Oui, on pourrait élargir aussi au monde juridique. Voilà. Crise et fin de l'Europe politique. Vous allez voir les pensées que vous trouverez dans ce livre. Ensuite, les opinions d'une spécialiste aussi consultante, Claudia Schwalz-Litz. En 2017, le président Macron veut consulter le peuple par Internet sur la réforme de l'Union européenne. Oui, bon, une opinion.
qu'il avait affichées. Bon. On disait en 2017 que d'après les sondages, les sujets sont des hommes âgés et aisés. C'est une consultation donc réduite. Il n'est pas possible de délibérer en ligne, voilà une notion générale, car la confiance est nécessaire et il faut pour cela que les gens soient face à face. Oui, c'est une opinion. Bon, on peut ne pas être totalement d'accord avec ça. Bon. Les symptômes populaires. La défiance de l'électorat envers les institutions, c'est un classique maintenant. La crise migratoire, le racisme qui se développe, la montée de l'extrême droite et le rejet de l'Union européenne. Ce que De Gaulle appelait le machin. Le machin, d'un ton méprisant. Voilà, bon. Je referme la parenthèse gaulliste. Question. Y a-t-il aujourd'hui en Europe un pays où la démocratie représentative, c'est-à-dire par des députés ou des sénateurs, ne soit pas perturbée? Question qui mérite d'être posée. Toute démocratie suppose peut-être un tumulte, des grèves, etc. Hein, voilà. Bon. L'insurrection populiste, par exemple les Gilets jaunes, ne met-elle pas le doigt sur les problèmes que les institutions avaient négligés? C'est pas nouveau dans l'histoire de la France. Les pauvres sont toujours à la traîne, comme on dit. Donc, voilà quelques réflexions et nous allons passer maintenant sur cette Europe qui pourrait être en crise pour des raisons diverses et notamment tenant aux inégalités économiques et financières. Voilà. Maintenant, nous allons passer à des critiques d'un député européen sur certains aspects du fonctionnement du Parlement. Donc, il s'agit d'Arnaud Danjean. Il critique, il dénonce la corruption et l'accès à des informations pour personnes malhonnêtes, quoi. C'est grave, c'est très grave, bien sûr. Le rôle des députés, il les qualifie d'idiots utiles. Souvent, ils ne connaissent pas le texte qu'ils votent. Souvent. Ils ne connaissent pas le texte qu'ils votent. Ils votent quand même. Les textes votés, les députés aussi, sont manœuvrés par des États, ou des ONG. C'est grave. Ensuite, il insiste sur les résolutions d'urgence. Le Parlement les vote chaque mois, notamment sur les droits de l'homme. Évolution actuelle. Ça n'a aucune valeur juridique. Voilà. Bon, alors à partir de là, bon, c'est un peu comme les rapports de la Cour des comptes. Ça donne bonne conscience au Parlement. La bonne conscience. On dénonce les États ou ONG voyous. Au moins, on dénonce. Et puis ça peut servir de base, peut-être plus tard, à des rapports qui auraient des vertus concrètes. Elles émanent de députés démarchés souvent par des ONG ou des États. Alors là, c'est des députés démarchés. Voir Philippe de Villiers quand il était député au Parlement européen et qu'il avait été surpris de voir plein de gens qui ne connaissaient pas beaucoup, sauf certains, voilà, et qui n'avaient rien à voir avec des députés. Bon, elles sont utilisées par ceux-ci. Le jeudi de chaque semaine est consacré à ces résolutions, autrement dit c'est régulier. C'est comme les questions parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Ensuite, Arnaud Desjons parle des délégations. C'est l'équivalent des groupes d'amitié du Parlement français. Des groupes d'amitié. Certaines sont réglementées. Bon, alors si c'est réglementé, ça va. Habilité à œuvrer avec un pays. Mais d'autres existent de pur fait, à l'initiative souvent d'un pays étranger, en plus, pour voyager à peu de frais, pour des buts mercantiles. Alors là, on tombe dans une espèce de corruption. Pour cette raison, le groupe d'amitié UE-Chine a été suspendu. On en ignore le nombre. Et Arnaud Desjons continue, il y en a plus sur le site du Qatar que sur celui du Parlement de l'Union européenne. Ça frise l'absurde, intéressé, mercantile, corruptif. Voilà ces critiques qui méritent d'en garder un souvenir pour pouvoir faire des réformes après. Le point numéro 3, ce sont les finances. Donc, l'Union européenne a connu des crises. Après la crise de 2008, dont il n'y a jamais eu un petit panneau qui nous a dit qu'elle était achevée, qu'elle était finie, on a eu celle de l'euro en 2010-2015, puis celle d'aujourd'hui. Les propos sont de Klaas Knot, gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas, dont vous voyez le portrait là. Il dénonce l'excès d'épargne, la moindre consommation, l'investissement faible. Ça, évidemment, c'est une peinture économique d'un type de crise. Ensuite, pour la première fois de l'histoire, l'Union européenne a accepté d'emprunter, pour notamment aider l'Espagne et l'Italie, elle-même divisée entre le nord industriel et le Mezzogiorno du sud. Et il dit, il ne faudrait pas se remettre à se battre comme des chiffonniers. L'image est jolie et traditionnelle, se battre comme des chiffonniers entre Européens. C'est vrai que dans ces périodes-là, l'Allemagne, au regard de la Grèce, avait eu une politique très dure. Bon. Peut-être avec raison, d'ailleurs. Sûrement avec raison, d'ailleurs. Think tank. On peut mentionner un think tank, le Conseil allemand des relations extérieures, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, voilà, à connaître. Et puis, dans les mêmes propos aux USA, le logiciel de visioconférence, Zoom, du point de vue pratique, c'est à connaître aussi, ça n'a rien d'européen. Et les USA ont des liens forts entre les universités et l'industrie ou l'armée. Voir les liens de Monsanto avec certains centres de recherche. Bon, les libertés publiques, il s'agit des données principalement des citoyens et des consommateurs. Alors, j'ai coutume, quand les informations sont nombreuses, de faire un petit résumé. Résumé sur le thème des données des consommateurs, y compris la médecine, est colonisée par les géants américains. Bon. L'Union européenne évoque la souveraineté des données contre le voyage des données. Oui, et Alibaba, Huawei et Tencent sont intéressés.
Voilà un résumé de ce qui suit. Voyons voir plus en détail. D'abord les consommateurs. Par exemple, un médecin de Marseille a vu les données personnelles de santé de ses patients collectées par un tiers. Voilà. Il a été surpris, évidemment. Le secret médical dans tout cela se perd un peu. Par contre, un Autrichien, Maximilian Schremm, a gagné son procès devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il a gagné son procès pour empêcher Facebook de transférer les données européennes vers les USA. Eh bien, il s'était lancé dans une entreprise costaud. Voilà. Il a gagné son procès. Voilà pour les consommateurs. Quels sont les stockeurs d'informations? Il y a les puissants d'abord, et puis les faibles. Le leader européen OVH Cloud détient moins de 1% du marché mondial du cloud. On n'est pas très bien placé. Enfin, ça vaut peut-être mieux. Bon, en tout cas, l'Europe a une part très réduite. Amazon, lui, en détient 33%. C'est pas étonnant. Microsoft, 18%, Google, 9%. Voilà, ça chiffre le côté américain qui est très fort pour stocker les données. Parlons du scandale Cambridge Analytica. C'est le nom de la société britannique qui a aspiré les données de 100 millions de comptes Facebook à fins politiques. Facebook, Cambridge Analytica. Oui. 100 millions de comptes. Bon. Pour tous ceux qui n'y connaissent pas grand-chose dans ces questions informatiques, le vocabulaire data center est égal à fournisseur d'infrastructures de cloud public. Bon. Et Microsoft a une base Health Data Hub. Microsoft, qui a 18%. Donc, comme on vient de le dire. Mais enfin, un Autrichien peut gagner un procès dans la Cour de justice. Enedis, par exemple, que les Français connaissent bien, héberge les données des usagers, même des compteurs linkés. Voilà. Une donnée sur un cloud souverain de l'Union européenne. Une vingtaine d'entreprises privées, Siemens, BMW, Bosch, Orange, ont créé le cloud franco-allemand Gaia X. Encore un nuage de plus informatique. La gestion de ce cloud est confiée au français OVH Cloud, ex-OVH de Roubaix, et à l'allemand T-Siemens, filiale de Deutsche Telekom. Cette base lancée en 2019 est alimentée par les médecins, pharmacies, laboratoires. Il y aurait un transfert vers Microsoft France. Enfin voilà un cloud de l'Union européenne pour les 1% que l'on a vu tout à l'heure qui échoua à l'Union européenne. Il y a une réglementation sur les Cloud Act, enfin sur les clouds, donc avec le Cloud Act. Le Cloud Act, Clarifying Lawful Use of Data Act, permet aux USA de fouiller les données en possession des sociétés. Fouiller pour sans doute contrôler. C'est un Cloud Act, donc de la réglementation. Les sociétés américaines à l'étranger et les sociétés étrangères aux USA. La CIA est peut-être intéressée, sûrement. Elle qui a de grandes oreilles, surtout en Allemagne. Pour
cause d'histoire d'ailleurs, après 1945. Et nous passons maintenant à l'international. Alors voici un article de grande qualité par un ancien ministre italien, Andrea Riccardi, qui a publié 2 ouvrages, La force des armées de la paix, voir les passages que je consacre sur le site que je suis à la guerre, où j'ai retenu, entre autres, qu'un haut général français, Pierre de Villiers, voilà, dit qu'on peut gagner la guerre et perdre la paix. Parce qu'on observe un enlisement des conflits. Bon, La force des armées de la paix. Et puis un deuxième livre, Le professeur et le patriarche. Sans aucun doute riche d'idées. Alors, j'ai extrait de la lecture de ce document des passages sur les privatisations. Dans ce monde où tout se privatise, voilà, nous avons besoin de la diplomatie des États. Dans ce monde où tout se privatise, voilà une grande idée. Nous avons besoin des États, quoi. La religion et la culture. Dans l'histoire, les religions ont été productrices de culture. Oui, bien sûr. Face au capitalisme ou au marxisme, l'Église catholique a élaboré sa doctrine sociale, la doctrine sociale qui est sa culture. Oui. Sur l'émotion, cette note. Actuellement, tout est émotion. Tout est émotion. Et où est la raison alors? Sur la Méditerranée, nous pensons que le dialogue interreligieux est capital autour de la Méditerranée. C'est une pensée sans aucun doute juste, car il y a plusieurs religions qui s'affrontent, qui peuvent discuter en tout cas. On ne s'est pas aperçu que la Méditerranée était en train de changer avec les Russes présents comme jamais et les Turcs qui s'implantaient. Oui, évidemment, les Turcs avec Chypre, c'est pas nouveau quand même. Depuis 1964, je crois, Chypre. Voilà. Et les Russes, évidemment, ont développé leur influence en Méditerranée. Et les Chinois aussi, d'ailleurs. Constantinople. Vis-à-vis de la Syrie, du Sahara, du Sahel, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, si les Européens s'enferment dans leur repli, ce sera une nouvelle chute de Constantinople. Oui, on en saura plus dans la vidéo numéro 2 sur l'histoire de l'Europe, où l'on parlera de la chute de Constantinople. Le Soudan, une note. Plus de 1 million de Sud-Soudanais sont des déplacés internes. Plus de 2 millions sont des réfugiés en Éthiopie. Des déplacés internes et des réfugiés, des millions, donc 2 millions. En Centrafrique, une opinion. La situation des réfugiés est la même dans ce pays. La construction institutionnelle de ce pays est encore en cours. Les indépendances africaines, c'est de la France, notamment pour le Centrafrique, la République centrafricaine, c'est dans les années 1960.
il faut compter plus d'un demi-siècle, et encore. Les rebelles restent difficiles à cerner. Il y a des rebelles dans beaucoup de pays africains. Et l'important est d'obtenir un cessez-le-feu permanent. Ben oui, évidemment. Permettant d'acheminer l'aide humanitaire. On en est là. L'aide humanitaire. Le cessez-le-feu. États, ce sont des pays sans État. Le Soudan du Sud depuis sa création en 2011, la Centrafrique dans les années 1990. Il faut bien souligner que, pour ce qui est de l'Afrique équatoriale française, les divisions administratives de l'AEF, Afrique équatoriale française, c'était des circonscriptions administratives, comme le sont les régions en France pour nous. Voilà. Et c'est sur la base presque toujours de ces circonscriptions administratives que sont nés les États africains, relevant en tout cas de l'influence française. L'État en Afrique est la ressource des plus faibles, des plus pauvres. Oui, c'est beau. L'État devrait être à la source du contrôle de la violence aussi. Ben oui, il devrait. En Europe, ça a toujours été le cas. Ceux qui gouvernent, ceux qui gouvernent, ou que l'on met au pouvoir pour gouverner, sont responsables de la paix. En son absence, et dans un contexte de circulation des armes, un pays se somalise. Sale expression qui traduit une réalité terrible. C'est des propos remarquables. Alors la somalisation, le Yémen, le Sahel ou la Libye sont des exemples de somalisation. Le même scénario se répète. On a déclenché des guerres, ça ne marche pas, on laisse traîner. Comme dit le général Pierre de Villiers, ça s'enlise. Somalisation, c'est sans doute très près de le conflit s'enlise, la situation s'enlise. C'est pas la guerre, mais c'est une guerre larvée. La Libye, une note sur la Libye de Eduardo Riccardi, ce ministre érudit. On découvre les conditions abominables des réfugiés en Libye. La justice italienne a poursuivi des tortionnaires. Étant italien, il connaît bien le sujet. Trafic, torture, viol. On a laissé pourrir le problème libyen. On l'a laissé pourrir. Y compris la question des armes sorties du pays par le sud de la Libye. L'intervention en Libye pour chasser a été une erreur. Pour chasser Kadhafi. Pardon. Là, Maintenant, on a perdu le contrôle. Oui, il y a trop de parrains. Le Qatar, la Turquie, l'Égypte. C'est vrai que les révolutions arabes des années 2010 et suivantes, là, le printemps arabe, comme on dit, j'ai fait une synthèse sur ça aussi. C'est pas convaincant. C'est pas convaincant. Il y a beaucoup de pays qui se sont enlisés, somalisés. Voilà. Il faudrait une Libye pacifiée et sûre pour l'ensemble de sa population, bien sûr. Les familles syriennes ayant migré ne sont pas très heureuses à l'idée de rester en Europe. Tout migrant devrait se réjouir de revenir chez lui, si les conditions de paix et de travail sont réunies. Plusieurs rêvent de rentrer.
Mais pour l'instant, à Idlib, 1 million de réfugiés vivent l'enfer. L'enfer, voilà. Et voilà Kadhafi, qui a connu une triste fin, et qui pendant son règne, bon, je n'en dis pas plus. Après ces considérations de ce ministre italien sur la Méditerranée, mais aussi bien d'autres pays de l'Afrique, nous passons à une note sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un résumé, dans un vieux litige territorial entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Russie est intervenue à la place ancienne des USA et de l'Europe. Voilà. Ouais, c'est de la géopolitique. Le fait, le président de l'Azerbaïdjan s'est félicité de la capitulation de l'Arménie. Voilà. Voilà. Bon, les acteurs, c'est le président de l'Azerbaïdjan que vous voyez là, et le premier ministre de l'Arménie, Pachinian, que vous voyez ici. Une note sur l'Azerbaïdjan. La Russie est partenaire économique de l'Azerbaïdjan. Partenaire économique. La Turquie, membre de l'OTAN, est alliée de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan fait le choix de Moscou. Il a fait le choix de Moscou par suite de l'abandon des USA et de l'Europe, de l'Union européenne. Voilà. Une notion que l'Azerbaïdjan est à majorité musulmane, comme beaucoup de régions de cette zone. Majorité musulmane, mais il y a aussi des vestiges chrétiens, comme on va le voir un peu plus loin. Le débat. Le Haut-Karabakh, dit aussi République d'Artsakh. Voilà le débat. Jadis, ce territoire relevait de l'Azerbaïdjan. Lors de l'effondrement de l'URSS, l'Arménie s'en est emparée. Oui, quand l'allié russe n'était plus là, l'Arménie a redressé la tête. Ce fait n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Le Haut-Karabakh, donc, ne relève pas de l'Arménie. Et ça a donné lieu à la première guerre du Haut-Karabakh. Voilà. La récente guerre, maintenant. Les Arméniens se sentent trahis par le gouvernement d'Erevan, qui a toujours parlé de victoire. Évidemment, un gouvernement ne va pas parler de défaite. Voir 1936, Daladier, les accords de Munich et Chamberlain, Daladier ajoutant son petit papier, après les accords de Munich, revenant sur le territoire de la France, la paix est gagnée, la paix est signée par le chancelier Adolf Hitler. Ouais, on a vu. Et Chamberlain a dit, pauvres gens, s'ils savaient. Je ne garantis pas que... J'ai peut-être inversé, c'est peut-être Chamberlain qui agitait le papier et Daladier qui disait « Pauvres gens, s'ils savaient ». Oui, pauvres gens. 1936, 3 ans après, on avait la guerre. Voilà. Bon. Le tournant de la guerre est la prise de la ville de Kouchi par l'Azerbaïdjan. Cette ville, c'est la Jérusalem du Karabakh. Pour les deux pays, elle est sur une montagne. C'est une ville, une grande ville. Donc.
Après que 3 cessez-le-feu n'avaient jamais été appliqués, le président Poutine a imposé l'arrêt des combats unilatéralement. Évidemment, quand les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faut bien qu'il y en ait un qui intervienne. Il l'a fait avec raison, avec maintien d'une force russe. Et puis, il faut que la paix continue. Donc, il faut la garantir par la force. Et, détail, 2 corridors ont été instaurés. Voilà. Le Haut-Karabakh. On va voir maintenant la question chrétienne. Au sujet d'un monastère entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le monastère orthodoxe de Davydank est un nilo-arménien en Azerbaïdjan. Oui, une enclave, quoi, en quelque sorte. Le monastère est entouré de chapelles en terre étrangère, en Azerbaïdjan. Donc, il est sous protection militaire russe, parce qu'on ne sait jamais, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ça peut déraper encore constamment. Il a été construit entre le 9e siècle et le 13e siècle. L'ancien archidiacre supérieur du monastère avait une kalachnikov à la main et la Bible de l'autre. C'est pour dire la situation. Aïe, aïe, aïe. Il ne convenait à aucun des 2 pays, ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan. Histoire. Selon l'Arménie, ce monastère avait plusieurs centaines de sites constituent le vestige d'un ancien royaume disparu maintenant, du 7e siècle. Oui. Voilà pour ce monastère qui est une enclave. Enfin, il est en Arménie, mais il y a des chapelles en Azerbaïdjan. Il ferait mieux de s'entendre. Bon. Paragraphe 4, le Monténégro. Ah, ça c'est avec les Chinois. Résumé, l'Union européenne s'inquiète de la présence chinoise dans les Balkans. Oui, dans les Balkans, et notamment au Monténégro. Le Monténégro dans les Balkans est candidat à rentrer dans l'Union européenne. Petit pays, 600 000 habitants, dépendant du tourisme. Depuis son indépendance en 2006, l'homme fort est Milo Djukanovic. Le voilà, sur un fond de magnifiques drapeaux et armoiries. Et quel est le problème? Il est chinois. Dans un coin accidenté et joli, la vallée de la Tara, une quarantaine de kilomètres d'autoroute, c'est pas énorme, pose problème. C'est une des autoroutes les plus chères du monde, avec 26 millions d'euros par kilomètre. L'autoroute a été construite par une société chinoise, China Road and Bridge Corporation, dont vous voyez un siège là, l'un des sièges, est exécuté en grande majorité par des Chinois, avec un contrat avec des petites clauses sûrement. Le contrat permet d'ailleurs à la Chine d'exiger le remboursement immédiat du crédit ou à défaut des terres, et fait de la justice chinoise la seule valable, alors qu'on est sur le sol européen. Avant de signer un contrat, il faut bien étudier tout, hein, surtout ce qui est un petit caractère. La position de l'Union européenne a dit que elle intervient dans le pays, mais ne rembourse pas les prêts souscrits auprès de tiers. Voilà. Autrement dit, il fallait avoir recours à les entrepreneurs européens pour faire cette autoroute. Ouais. Et pour achever une note sur le Mercosur, un résumé, les accords commerciaux avec l'Amérique du Sud et l'Union européenne
traîne en longueur pour cause écologique. Le Mercosur, c'est l'accord entre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. La production du Mercosur est de 8 millions de tonnes de bœuf. La conversion de l'Amazonie en zone de production bovine et de soja en est une composante importante. Formalité du traité. Négociation pendant longtemps. Signé récemment, 2019. Doit être encore ratifié. Certains États refusent pour l'Europe. Les aspects commerciaux dominent. Ouais. Pour les écologistes, l'application de ce traité entraînera un défrichement important. Si c'est pour produire du bœuf, le bœuf, il veut de l'herbe. Il n'y a que le cochon qui package, qui glande précisément. Il mange les glands sous les forêts de chênes en Europe. Ça donne une très bonne viande d'ailleurs. Bon. La FAO, bilan de la production d'un kilo de bœuf est 3 fois supérieur en Amérique latine qu'en Union européenne. Le bilan carbone est bien sûr 3 fois supérieur. Et le Brésil voulait devenir le leader mondial. Alors ensuite, soja, maïs, volaille, défrichement, incendie, pesticides, bien-être animal, on peut s'interroger. Et les gaz à effet de serre, bien sûr. Dans ces lectures, on trouvera un organisme, la Toulouse School of Economy, célèbre donc du point de vue économique, et Stéphane Hambeck, couronné, voilà, remarquable, à Toulouse. Ensuite, l'Institut Veblen, qui est un think tank pour des réformes économiques, et think tank, un cercle de pensée. On adore on aime les anglicismes, mais c'est un cercle de pensée, tout simplement. Avec des prix, et inévitablement, sur les thèmes en faveur, dans les temps qui courent, la transition écologique et sociale. La transition sociale, c'est tout un programme. Bon, notion. Le bilan carbone du mix énergétique en tenant compte d'autres énergies hydrauliques. Il y a un bilan carbone que les économistes semblent faire. Et en juin 2020, la Commission UE a lancé une consultation pour la révision de sa doctrine commerciale. Le résultat était prévu pour 2021. Je ne me souviens pas si j'ai des notes sur ce résultat. Donc, elle voulait réviser sa doctrine commerciale. Bon. Évidemment, le traité Mercosur en est l'occasion. Donc, après cet exposé assez long, de 45 minutes, je rappelle cette page. La présente vidéo se compose de 2 parties. La note de l'actualité récente que l'on vient de parcourir, là, maintenant. Il y a un extrait sérieux qui va se dérouler ensuite en 2 vidéos distinctes, l'une sur l'histoire et l'autre sur l'Union européenne, et c'est assez... Là, ça risque de faire peut-être 1 heure pour chacune, peut-être. On va voir ça.
Donc je rappelle à tous que toutes ces considérations se placent dans le cadre de l'intelligence sociétale et que ça permet de faire des citoyens, bien sûr, ceci sur fond de la nébuleuse du cheval et des galaxies lointaines qui nous incitent à penser aussi. Voilà. Eh bien, sur ce, dans l'attente d'aborder la vidéo numéro 2 sur l'histoire de l'Europe qui est passionnante, voilà, nous allons mettre fin à cette vidéo et à tout à l'heure pour la vidéo numéro 2 sur l'Europe. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.